avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin. Céline Brulin, bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste de Seine-Maritime. Bienvenue à vous. Pascal Gâteau, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du magazine L'Usine Nouvelle. Léa Balage, bienvenue à vous également. Vous êtes responsable d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France. Et Judith Reynorn, bienvenue. Vous êtes professeure à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire des risques industriels et auteur de ce livre Blanc de plomb, histoire d'un poison légal. Je vous donne tout de suite la toute dernière information qui vient de nous parvenir. Le parquet de Rouen se dessaisit au profit du pôle de santé publique de Paris, et ce en raison de la technicité des investigations. Déjà plus d'une quarantaine de plaintes auraient été transmises. On voit des habitants très inquiets, on voit des autorités très mobilisées. Céline Brulin, ont-ils raison d'être inquiets, ont-ils raison de se mobiliser à ce point ? Ils veulent savoir ce qui s'est passé, et je crois qu'on peut donner raison à cette exigence parce que depuis le début de la gestion de cette crise, il y a des choses qui, pour le moins, ont été de nature à inquiéter les gens. Je ne m'explique pas, pour ma part, pourquoi les sirènes ont été déclenchées si tardivement, quand l'incendie s'est déclenché aux alentours de 3 heures du matin et que les sirènes n'ont retenti que vers 8 heures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour aller à leur travail, etc. Nous ne nous expliquons pas pourquoi certaines communes ont été associées à la gestion de crise, d'autres pas, pour des raisons qui nous semblent un peu technocratiques. Et il nous semble globalement qu'on ne s'appuie pas assez sur les élus locaux, qui sont pourtant des gens qui peuvent bien sûr aider de la confusion, à la de l'amateurisme, de l'improvisation, c'est ce que vous nous dites. Qui du coup génère beaucoup d'incompréhension, de questionnement et d'inquiétude. Donc il faut vraiment que le Premier ministre et le gouvernement, par tous ses membres, ne cessent de dire que la transparence va être faite. Il y a quelques avancées depuis cet après-midi, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire la clarté. Je crois qu'on est encore dans la gestion de la crise, c'est-à-dire que le nuage s'est déplacé. Après les habitants de Rouen, il y a aujourd'hui des habitants d'autres parties de notre département, mais aussi d'autres départements de France. Qui sont touchés. On est dans ce moment où il faut continuer à assurer et à protéger tout le monde, et dans les réflexions à venir sur les choses qu'il faudra évidemment corriger à l'avenir. Oui, je voudrais compléter ce que vous dites, madame, en rappelant que la rumeur, c'est le plus vieux média du monde, et que la rumeur, elle prend toujours corps parce qu'il y a un défaut d'information. Et on peut penser que dans les premières heures, sans trop le vouloir, ou parce que peut-être les plans de prévention des risques ne sont pas suffisamment au point ou respectés, dans les premières heures, la priorité a été donnée au secours. Et malheureusement, je partage complètement cela avec vous, il y a eu un défaut d'information sans doute dans les premières heures. C'est pas normal que les salariés du réseau de transport aient dû exercer d'eux-mêmes leur droit de retrait. C'est pas normal qu'on ait laissé éventuellement les enfants aller dans certaines écoles et pas dans d'autres. On voit bien que dans les premières heures, et je pense que c'est là que se noue l'idée qu'on nous cache quelque chose. Depuis les services de l'État, notre correspondante sur place, nous, Claire Garnier, qui a été réveillée à 5 heures du matin, enfin je ne sais pas, madame, si vous étiez proche de l'endroit, mais paraît-il que c'était un véritable bombardement, comme un analogue à une scène des bruits de guerre. Donc toute la ville était réveillée. Ce qu'elle a constaté, c'est qu'après, la préfecture a effectivement joué la transparence. Et là, on nous indique qu'on va connaître enfin les quantités et les produits. Il faut savoir quand même que depuis 2017, mise en ligne, sur le site de la préfecture. Depuis 2017, et à cause des attentats qu'on a connus, ce genre de composition n'est pas connu dans les sites, n'est plus rendu public dans les sites Céveso. Mais les mots sont importants, et on a entendu des manifestants hier parler de catastrophe industrielle. Judith Reynorn, vous avez ce recul puisque vous êtes historienne. Est-ce qu'on peut parler d'une catastrophe industrielle ? Oui, je crois qu'on peut absolument parler d'une catastrophe industrielle. Je pense que là, on est dans le temps de l'émotion, on est dans le temps de la crise, évidemment, et de la gestion très rapide, avec des informations qui tombent très, très, très rapidement. Peut-être que mon rôle ici, en tant qu'historienne, c'est peut-être de replacer cette catastrophe précisément dans le temps long, et dans le temps long des rapports entre l'industrie et les hommes, en quelque sorte. Alors, ça peut paraître très grandiloquent de dire ça, mais je pense que, et l'historien Thomas Leroux l'a rappelé dans un article dans Le Monde, précisément aujourd'hui, la première grande catastrophe chimique en France, elle a eu lieu à 300 mètres de cette usine-ci, à Rouen, dans le faubourg Saint-Séver, en 1770, c'est-à-dire il y a 250 ans. Et en fait, ça fait 250 ans que, en même temps que l'industrie est apparue, a émergé, eh bien, elle a posé des problèmes de cohabitation avec les hommes. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le temps long, s'organisent ces rapports entre l'industrie et les hommes. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer,
c'est ce qui est loin souvent, on est souvent loin de l'imaginer, c'est à quel point nos ancêtres n'étaient pas du tout naïfs et indolents, mais déjà protestaient, manifestaient, et cette catastrophe du 1770 avait déjà donné lieu à des mobilisations à l'échelle locale. Et on remettra en perspective les choses dans un instant. Je voudrais juste revenir sur ce gouvernement mobilisé. Plusieurs ministres se sont rendus sur place et je vais vous interroger sur ce point. Le Premier ministre y était hier soir. Didier Guillaume ce matin nous affirme que des résultats d'analyse seront publiés demain ou après-demain. Donc ça semble aller vite, peut-être pas assez vite pour les habitants, mais ça va relativement vite et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il annonce aussi des indemnisations pour les agriculteurs dans les jours à venir. Je voudrais qu'on l'écoute et ensuite je vous donne la parole, Léa Balage. Vous êtes des victimes. Vous n'êtes en aucun cas coupable de quoi que ce soit. C'est vous les victimes. Donc vous devrez être indemnisés en totalité de ce que vous avez perdu. Il faut la transparence totale. Rien ne sera caché. Tout ce qui sera en possession du service de l'État, toutes les analyses seront communiquées à la population, seront communiquées à tout le monde. Voilà, on la voit, cette mobilisation du gouvernement, Léa Balage. Est-ce qu'elle vous semble à la hauteur de l'événement? Est-ce que ça vous semble suffisant? Alors, il y a eu 5 déplacements de ministres sur place. Donc, les ministres se sont déplacés, ont eu des promesses de transparence qui aboutissent à peu près aujourd'hui avec enfin la publication de cette liste, qui était une exigence des associations et des citoyennes et des citoyens. Ça arrive tard notamment parce que les agriculteurs et les agricultrices doivent faire des tests toxicologiques et il fallait chercher la molécule. Atmo Normandie, qui est en charge de mesurer la qualité de l'air, doit aussi chercher les molécules dans l'air et donc savoir quels sont véritablement les indices et les éléments à trouver. Donc ça arrive tard. Et par ailleurs, cette confiance, on l'a dit tout à l'heure, doit se rétablir aussi avec les élus du territoire qui ont été complètement méprisés dans leur rôle au plus proche des citoyennes et des citoyens. Il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue lundi soir. Heureusement, elle n'a pas été rendue publique. C'est ce que les habitants demandaient. Et là, c'est ce qu'ils demandent encore, cette transparence. Finalement, c'est comme si les gens n'étaient pas en capacité d'entendre la vérité. On infantilise les gens en se disant que l'information fait peur. C'est le manque d'information qui fait peur. Mais attendez, quelle information? Parce que depuis plusieurs jours, on entend dire que ce n'est pas nocif. Si je peux me permettre, sur la question des agriculteurs, je rejoins ce qui s'est dit, mais les annonces que fait le ministre de l'Agriculture, j'ai participé, moi, hier après-midi, à la rencontre organisée avec le ministre et les représentants du monde agricole et des élus de notre département et des Hauts-de-France. Il a fallu aller les chercher, les indemnisations qu'il annonce aujourd'hui. De même qu'il a fallu faire réécrire l'arrêté préfectoral qui, dans ses articles, c'est un peu précis, mais 3 et 4, laissait entendre que les analyses sur les produits agricoles seraient à la charge des agriculteurs, ce qui n'est évidemment pas entendable. Ils sont victimes et on est ravis qu'enfin ils soient considérés comme des victimes. Mais vous dites, Léa Balage, les Français, les citoyens ont envie d'entendre la vérité. Mais si la vérité, c'était effectivement que ce n'est pas nocif, est-ce que cette vérité est audible après tout? Et si c'était vrai, parce que c'est ce qu'ils disent depuis plusieurs jours, les ministres. Ils disent oui, l'air est pollué, mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Ça fait 5 ministres qui nous disent la même chose. Il y a eu énormément d'informations contradictoires. Il y a eu d'abord le préfet qui a indiqué qu'il n'y avait pas de risque majeur. Ensuite, le colonel des sapeurs-pompiers qui explique qu'il y a peut-être des risques le lendemain. Il y a eu énormément d'informations contradictoires, une crise immédiate qui a été mal gérée et un suivi de crise qui est très mal géré. Il n'y a toujours pas de suivi épidémiologique des populations touchées. Il n'y a toujours pas d'études d'impact environnemental. C'est ce qui a été fait pour AZF. On a suivi chaque personne et depuis l'incident, à date, il n'y a aucun prélèvement qui a été fait. Il y a des associations qui se sont mobilisées pour lancer des campagnes citoyennes pour pouvoir suivre les personnes, la santé des personnes, qui est une exigence juridique et morale qui incombe à l'État. Pascal Gateau. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'il faut regarder ce qu'il y avait dans ces entrepôts. A priori, Lubrizol, c'est pas une entreprise, je parle sous le contrôle de madame, c'est pas une entreprise voyou, entre guillemets. Le PDG de Lubrizol est très, participe beaucoup à la vie économique rouennaise, il siège dans un certain nombre d'instances. Et certes, il y avait eu un incident sur Alors, le c'est site. justement, Et là, moi, je suis pas, on a préparé un tableau sur les incidents qui ont frappé quand même cette usine. Moi, je suis pas là pour, en plus, je suis pas là pour défendre qui que ce soit, ni Lubrizol, ni l'industrie en général. Mais tout de même. Mais a priori, c'était des additifs
pour des produits, de l'essence, des produits... voilà. Juste, peut-on regarder ces incidents qui ont frappé le site Lubrizol de Rouen, parce qu'il y en a eu plusieurs en janvier 2013. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas AZF. En janvier 2013, une fuite de gaz mercaptane, je ne sais pas si on dit comme ça, dégage une odeur nauséabonde en Normandie et jusqu'à Paris. Ouais. Septembre 2015, 2000 litres d'huile minérale se déversent dans le réseau d'évacuation des eaux de pluie sur la zone portuaire. 2017, l'usine fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la préfecture pour une série de manquements à ses obligations, notamment en matière de sécurité incendie. Bon, on peut dire peut-être pas une usine voyou, mais il y a quand même des choses à redire. Mais ça, c'est quand même le symbole d'une certaine transparence. Ça veut dire aussi que les services de l'État, alors vous allez me dire c'est a posteriori, c'est ex post, enfin ça veut dire que les services de l'État ont eu connaissance de ça, ont eu connaissance des incidents et ont demandé à l'entreprise de réagir. Mais il y a même, ce sont des sujets là aussi à approfondir. Parce qu'il semblerait, je vais parler au conditionnel, parce qu'on est tous responsables, mais il semblerait que les lois récentes qui ont permis d'assouplir les autorisations d'installation, la loi ESSOC par exemple de août 2018, aurait contribué au fait que Lubrizol aurait pu accroître ses capacités de stockage une première fois en janvier dernier, puis en juin dernier, et que peut-être cette augmentation de capacité sans études de danger, sans études environnementales, contribuerait à ce que les stocks sur le site soient supérieurs au seuil Seveso eau. Donc il faut vérifier évidemment ces informations, mais je crois que ça interpelle, et en tant que parlementaire, je suis évidemment directement interpellée, c'est-à-dire que ces assouplissements, et je mets dans la même idée le fait que nous n'avons plus de CHSCT en tant que tel dans ces entreprises à risque. Donc il n'y a pas de suivi, quoi. Très grave. Je pense qu'il faudra aussi se poser les bonnes questions par rapport à ça. Judith Renan. Oui, je crois qu'on est tout à fait là dans un exemple emblématique de ce lent et long accommodement qui finalement dure depuis les débuts de l'industrialisation. Accommodement au risque industriel. En fait, l'accommodement au risque industriel, il est né avec les premières législations qui étaient présentées comme des législations de protection en quelque sorte contre le risque industriel, mais qui étaient en fait des législations qui ont permis le développement de l'industrie, parce qu'il y a toujours cette tension, évidemment, chez les pouvoirs publics, chez les industriels, et y compris dans l'ensemble de la population, entre l'exigence de développement économique et le risque industriel. Et finalement, l'histoire de cet accommodement, comme je l'ai montré sur la question de l'empoisonnement au plomb dans mon ouvrage récent, et qui évidemment ressorti avec l'actualité de l'incendie de Notre-Dame récemment, a bien montré que finalement, on a appris à vivre avec cette épée de Damoclès, et que dans un certain nombre d'espaces particulièrement et de territoires particulièrement industrialisés, comme Rouen, bien sûr, qui a été une immense ville industrielle au XIXe siècle, eh bien, on a appris à vivre avec cette épée de Damoclès de la possibilité du risque. Alors, depuis quelques jours se pose la question d'une commission d'enquête parlementaire. Plusieurs députés et sénateurs sont pour. Pour ce qui est du Sénat, on aura la réponse demain. D'autres n'en voient pas l'intérêt. Je voudrais qu'on écoute Olivier Faure qui, lui, expliquait ce matin pourquoi ce serait judicieux. Il était l'invité de Bonjour chez vous d'Oriane Mancini ce matin sur Public Sénat. Les sites Seveso, il n'y en a pas un. Il y en a une centaine en France, et donc cette question-là, elle n'est pas locale, elle est nationale. Nationale parce que la catastrophe l'est, mais nationale parce que les répliques peuvent venir n'importe où. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'un feu qui vraisemblablement a commencé à l'extérieur peut se propager à l'intérieur à cette vitesse-là, avec ces conséquences-là. Il y a un sujet. Et donc il faut effectivement comprendre pour pouvoir ensuite agir et ne pas reproduire. Léa Balage, vous seriez pour une commission d'enquête parlementaire? Vous jugeriez ça utile? Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'on peut apprendre de ses erreurs. Et là, effectivement, il y a eu de nombreuses erreurs qui ont été commises. On en parlait tout à l'heure. Il y a 1250 sites Seveso. Et donc, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on va gérer des crises potentielles dans ces sites. Donc, des plans de prévention des risques technologiques qui doivent être complètement étudiés. Puis, on parlait tout à l'heure de la loi ESSOC d'août 2018. Cette loi qui a été adoptée par le gouvernement permet aux préfets de passer outre un avis d'une autorité environnementale indépendante pour pouvoir modifier les sites industriels. Et là, il y a une semaine, le Premier ministre parlait justement dans la construction même des sites industriels de pouvoir se passer de cet avis d'une autorité environnementale indépendante. Je pense que c'est une alerte, il faut qu'il le prenne tel quel, mais en fait les normes environnementales ne sont pas des contraintes
au développement de notre économie. Ce sont simplement des dispositifs. Des points de vigilance, quoi. Des dispositifs qui permettent que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire. Céline Brulin, vous êtes d'accord? Je partage complètement. Et est-ce que vous êtes pour une commission d'enquête parlementaire? Oui, bien sûr. Ou une mission d'information? Je voudrais bien qu'on explique peut-être la différence. Notre groupe a demandé une commission d'enquête. Moi, je dirais que tous les outils qu'on pourra mettre en œuvre pour savoir ce qui s'est passé et pour se doter d'outils à l'avenir pour qu'on ne se reproduise pas ce genre de choses sont bons à prendre. On va mettre tout le monde d'accord, mais enfin, on a besoin de travailler sur ces questions-là. Moi, je voudrais aussi dire que nous avons besoin de l'industrie. Oui. Nous sommes dans un département où on a des savoir-faire immenses. Et moi, je préfère, voyez-vous, avoir des industries sous mes yeux, sous mes exigences et sous nos exigences, ici, avec des exigences environnementales, sociales, etc., plutôt qu'ailleurs dans le monde où il se passe des choses... vous avez tout à fait raison, Madame la sénatrice, parce que c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Mais pour ça... On a exporté un certain nombre d'usines. On a délocalisé, etc. Dans des pays qui et sont on beaucoup moins met ça exigeants sous que le le tapis, on ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, alors qu'on le sait, la pollution n'a évidemment pas de frontières. Mais pour cela... Pour avoir une industrie la plus sûre possible, je crois qu'on a besoin de se redoter d'outils dont les lois nous ont démunis, et on a besoin d'une plus forte implication citoyenne. Moi, je crois qu'il faut mettre en place des outils citoyens qui permettent à tout un chacun, avec une culture scientifique qui doit être de savoir ce qui se passe, de comprendre, de connaître les phénomènes en amont, et que nos outils industriels soient sous la surveillance des citoyens le plus naturellement du monde. Pascal Gatot, une commission d'enquête parlementaire, mais pourquoi? Pour revoir le classement Céveso, pour mieux informer les habitants, pour remettre des process? Non, mais je crois que c'est tout à fait utile de tirer les leçons d'une catastrophe pareille. C'est la plus grosse catastrophe industrielle depuis AZF, depuis 18 ans dans notre pays. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, mais au niveau des destructions et de la pollution, c'est tout à fait très important. Il faut redire aussi que l'industrie chimique, l'industrie française a beaucoup perdu de plumes ces 20 dernières années. On est passé d'un poids de 22% dans le PIB à 12,5%. Ce qu'il en reste s'appuie sur 3-4 grands domaines très forts, le luxe, la pharmacie, l'aéronautique et la chimie. La chimie, il faut le dire, voilà, c'est une industrie qui n'est pas forcément sympathique comme ça, parce que surtout après un accident pareil, mais c'est important dans notre pays. Il y a notamment sur Rouen, il y a la vallée de la chimie à l'ouest de Lyon, il y a des plateformes ici ou là, il y a tout autour de l'étang de Berre. À l'étang de Berre, on pourrait en parler, il y a de graves problèmes de pollution, de suspicion, même sur la santé des gens. Il y a un certain nombre d'études épidémiologiques, de suivi des populations qui sont lancées. Donc l'industrie ne doit pas nier ces répercussions à la fois environnementales et sociales. Après, c'est de trouver, les outils les plus pertinents, les plus judicieux pour avancer et pour éviter que demain on se retrouve à la merci. Mais il y a déjà eu dans des établissements plus petits, ou quand je parlais d'entreprises voyous, des établissements plus petits, ou avec moins de morale et moins d'éthique, où on a laissé faire n'importe quoi. Il y a un troisième point que je voudrais aborder avec vous, et je voudrais vous lire les slogans qui apparaissaient sur les banderoles des manifestants à Rouen. Toulouse, Tchernobyl, Rouen, Bhopal, stop aux mensonges d'État. Et c'est peut-être aussi le fond du problème de cette affaire, cette crise de confiance majeure entre citoyens et pouvoir public, cette parole publique qui semble totalement discréditée. Comment en est-on arrivé là? Je vais vous poser la question dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute à ce sujet Catherine Morin-Desailly, la sénatrice Union centriste de Seine-Maritime, est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Catherine Morin-Desailly, comment vous expliquez ce climat de suspicion des habitants de Rouen concernant les informations que donne l'État pour rassurer sur cet incendie de l'usine Lubrizol? Le premier constat, c'est que de manière générale, aujourd'hui, la parole de l'État n'est pas crédible. Il y a une crise de confiance en fait de la parole du politique en général. Donc le réflexe, c'est la suspicion et la défiance et l'inquiétude. C'est la raison pour laquelle
Les maires, les élus locaux, souvent, sont des bons tiers de confiance qu'il faut associer quand il se passe un événement localement pour qu'ils puissent aussi, au plus proche des habitants, expliquer ce qui se passe. En fait, il faut aussi savoir expliquer ce qui se passe. Et c'est vrai que dans un événement tel que celui-ci, l'État, via les services préfectoraux, affiche un certain nombre d'indicateurs. Ce sont souvent des informations assez techniques qui ont besoin d'être décryptées et qui ont besoin d'être expliquées. Donc il y a des erreurs de communication, selon vous, de la part du gouvernement sur ces informations ? La communication, c'est un sujet extrêmement difficile. La communication de crise, ça existe aussi. Et je crois que quand survient un événement d'une telle brutalité, c'est tellement soudain, il y a tellement aussi l'urgence à laquelle il faut remédier. Je rappelle, c'est un incendie qui aurait pu faire de très très graves dégâts. Eh bien, il faut après dérouler toutes les procédures de communication qu'il convient. Moi, ce que je vois, c'est que sans doute, les maires, au-delà d'une zone identifiée comme étant susceptible qui avait été sous le passage en fait du nuage de fumée, au-delà de cette zone, il y a d'autres maires forcément à proximité qui ont été concernés, peut-être informés un peu tardivement. D'où l'importance, encore une fois, du rôle de l'élu local dans cette affaire. Est-ce que l'État est assez transparent ? Je rappelle que le gouvernement refuse de donner la liste des produits chimiques qui ont brûlé dans cette usine. J'ai entendu le Premier ministre répondre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale à un de mes collègues parlementaires que la liste devrait être publiée demain. D'accord, donc ça c'est important pour vous. C'est très important. Il y a, d'après ce que nous comprenons, j'ai vécu les événements au jour le jour aussi, au fur et à mesure que les ministres venaient. Les analyses ont été faites dès le départ par aussi les services des pompiers qui placent des points dans toute l'agglomération et elles sont approfondies au fur et à mesure. La vraie problématique, c'est aussi peut-être de croiser ces analyses avec des analyses d'expertise indépendante pour rassurer totalement la population. En tout cas, on n'en sait pas encore suffisamment pour pouvoir faire l'état des lieux de cette catastrophe à la fois que je qualifierais de sanitaire, écologique et économique. Mais encore une fois, il faut attendre pour avoir l'ensemble des résultats. Nous en aurons davantage aussi jeudi soir ou en fin de semaine, d'après ce que j'ai compris. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Morin-Desailly, d'avoir répondu à mes questions. Alexandre, et je vous le dis, je vous le confirme, la liste des produits est mise en ligne sur le site de la préfecture ce soir. Judith Rhénorme, on se demande si c'est pas l'ombre de Tchernobyl qui plane au-dessus de Rouen. Ça a créé un vrai traumatisme et peut-être ça a discrédité pour de longues années la parole publique. Oui, alors la défiance à l'égard de la parole publique, elle ne touche pas que les questions environnementales et que les questions de pollution. Elle est beaucoup plus large que ça, donc on est là dans un contexte évidemment qui dépasse très largement ces questions. Mais c'est sûr que cette question du nuage de Tchernobyl qui serait arrêté à la frontière de l'Alsace, évidemment, est devenue presque une sorte de calembour, finalement, qui joue dans ce sens. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que peut-être que justement les politiques de simplification administrative que vous avez évoquées tout à l'heure jouent dans ce sens. Parce qu'on nous parle de simplification administrative quand en fait, on se rend bien compte qu'on est dans un détricotage du droit. C'est ça. Et c'est vrai que cette régression constante du droit qui apparaît finalement sous une appellation assez pudique, sous le cache-texte de simplification, évidemment joue dans ce sens aussi de défiance à l'égard de la parole publique. Peut-être ce que je voudrais dire aussi et ajouter sur cette question, c'est le fait que, bien sûr, là encore une fois, on est dans la gestion de la crise, dans l'urgence et dans l'émotion, mais finalement, au-delà de ces catastrophes retentissantes, plus ou moins avec des effets qu'on connaît plus ou moins à long terme, évidemment, il y a aussi toutes ces catastrophes silencieuses, c'est-à-dire les catastrophes non retentissantes, qui sont finalement l'empoisonnement durable, silencieux, quotidien, lié à tout ce qu'on connaît évidemment, l'intoxication, on va dire, à bas bruit, liée au risque industriel, aux particules fines des voitures, à ce que vous évoquez, les territoires hautement pollués, comme le territoire de Fos, par exemple, à Vérin. Il nous reste 3 minutes. Céline Brulin, sur cette parole discréditée. Je rejoins, c'est malheureusement pas sur ce seul sujet et je crois qu'il faudrait que soient mises sur la table, si je peux le dire ainsi, des analyses complètement indépendantes et je crois que c'est aujourd'hui la seule manière de renouer le dialogue avec nos concitoyens. Je voudrais, si vous m'autorisez ces derniers mots, avoir une pensée pour les salariés parce que derrière les images apocalyptiques qu'on a vues, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, qui voient leur outil de travail complètement anéanti. Disparaître, bien sûr. Et qui ont vécu la situation de manière très douloureuse, et aussi pour les pompiers qui ont fait un travail absolument extraordinaire parce que c'est un feu qui a été d'une violence inouïe. Et j'ai entendu certains en parler de manière très concrète. Et je crois qu'on peut se féliciter d'avoir des services publics de cette qualité dans notre pays. Léa Balage.
Oui, je crois effectivement que la parole publique est desservie dans cette situation. C'est une confiance qui doit être renouée. Je parlais tout à l'heure des associations. C'est à l'État peut-être de travailler aussi avec ces associations, avec ces autorités indépendantes qui ont été obligées, ces associations, de porter plainte et de se constituer partie civile pour avoir la garantie d'avoir accès à l'ensemble du dossier. Donc on voit bien qu'il y a un climat de défiance. Donc c'est à l'État de travailler. Ils craignent qu'on leur cache des choses. Exactement. Et donc, en s'en référant à la justice, un tiers de confiance, pourquoi pas, mais il faut vraiment que l'État fasse un pas vers ces associations. Je veux juste rappeler que c'est simplement l'entrepôt des produits qui servaient dans l'usine qui a brûlé. L'usine en tant que telle est encore en état de fonctionner. Juste dire aussi que malheureusement, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais j'ai l'impression que si on reparle de cette affaire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura un taux de sceptiques et de gens qui penseront qu'on leur a caché quelque chose et qui avait... Je pensais aux inondations de la Somme, où c'était au moment pratiquement d'AZF, la même année, au début, au tournant du siècle, où d'aucuns ont pensé qu'on avait évité de noyer Paris et que donc on avait envoyé l'eau de la Seine en là, c'est l'ère du complotisme. Oui, mais une fois que ça a été démontré, parce qu'il n'y a pas de communication entre la Seine et le bassin de la Somme, eh bien, il y a eu des 52 minutes de fait là-dessus. Les gens continuent de croire voilà, les inondations étaient dues parce qu'on voulait éviter à la capitale d'être inondée. Et je pense que malheureusement, on est dans un tel climat de défiance dans ce pays que la transparence totale avec les analyses les plus pointues, ça ne sera pas suffisant. Et on s'arrêtera là. Merci.